À 20 ans, il commandait déjà une armée, regardait l'horizon comme un territoire à soumettre et décidait que le monde entier lui appartenait de droit. Son père, Philippe de Macédoine, avait forgé l'armée la plus disciplinée de Grèce. Mais c'est son fils qui allait transformer cette machine de guerre en légende absolue. Aristote lui-même fut son maître pendant 3 ans, lui enseignant la philosophie, la médecine et la stratégie, façonnant l'esprit le plus redoutable de son époque. À 16 ans, il gouvernait déjà la Macédoine en l'absence de son père, matant une rébellion et fondant sa première ville avec la certitude froide d'un roi né. Quand Philippe fut assassiné, Alexandre avait 20 ans, et avant que ses ennemis aient eu le temps de comploter, il avait déjà éliminé chaque rival possible. Les cités grecques crurent un instant pouvoir profiter de la transition, mais Alexandre traversa leurs frontières en 3 semaines et les força toutes à plier le genou. Thèbes osa se rebeller et paya le prix le plus brutal de l'histoire grecque, car Alexandre la rasa jusqu'aux fondations pour que personne n'ose jamais recommencer. En 334 avant notre ère, il traversa l'Hellespont avec 35 000 hommes et planta sa lance dans le sol de l'Asie pour signifier qu'il en prenait possession. À la bataille du Granique, il chargea en premier, personnellement, sous une pluie de javelots, parce qu'un roi macédonien ne conduisait pas ses hommes, il les précédait. Le satrape perse Mithridate le chargea en duel et faillit le tuer. Mais Alexandre lui planta sa lance dans le visage et continua d'avancer sans même ralentir le pas. Après le Granique, les cités d'Asie mineure s'ouvrèrent devant lui comme des fleurs, certaines par peur, d'autres par soulagement d'échapper enfin au joug perse. À Gordion, on lui montra le célèbre nœud que nul homme n'avait jamais réussi à défaire, et Alexandre sortit son épée pour le trancher d'un seul coup net. Ce geste n'était pas de l'impatience, c'était un message adressé au monde entier. Les règles inventées avant lui ne s'appliquaient tout simplement pas à sa destinée. Darius III, le grand roi de Perse, commandait une armée estimée à plusieurs centaines de milliers d'hommes, et Alexandre fonça droit sur lui sans hésiter une seule seconde. À Issos, en 333, les Perses étaient si nombreux qu'ils débordaient d'un horizon à l'autre. Mais Alexandre repéra Darius en personne et chargea directement vers lui. Darius prit peur, abandonna sa famille sur le champ de bataille et s'enfuit, laissant derrière lui sa mère, sa femme et ses filles aux mains du conquérant macédonien. Alexandre traita la famille royale perse avec un respect absolu, refusant tout pillage, interdisant toute humiliation. Parce qu'un grand roi se reconnaît à la façon dont il traite ses prisonniers. Il descendit ensuite vers l'Égypte, et les Égyptiens lui ouvrirent leurs portes sans résistance, voyant en lui le libérateur qui allait briser des décennies de domination perse. Les prêtres d'Amon le proclamèrent fils de Dieu dans le temple de Siwa. Et Alexandre accepta ce titre non par vanité, mais parce qu'il comprit immédiatement sa valeur stratégique. Il fonda Alexandrie sur les rives du Nil, traça lui-même le plan de la ville avec de la farine blanche sur le sol noir, et sut qu'elle survivrait à son nom. La ville de Tyr refusa de le laisser entrer et crut que ses murailles marines la rendraient imprenable. Mais Alexandre construisit une digue entière pour marcher jusqu'à elle. Le siège dura 7 mois. Ses ingénieurs inventèrent des machines de guerre jamais vues. Et quand les murs tombèrent enfin, Tyr cessa d'exister en tant que puissance. Gaza résista également, et son commandant Bacchis fut traîné vivant derrière un char sur le modèle d'Achille avec Hector, car Alexandre voulait ressembler à ces héros de l'Iliade. Il se considérait comme le descendant direct d'Achille, dormait avec l'Iliade sous son oreiller et menait chaque bataille comme si Homère allait un jour en écrire l'épopée. En 331, à Gaugamel, Darius aligna 1 million d'hommes selon certaines sources, des chars à faux, des éléphants de guerre et la totalité des ressources de son empire. Alexandre ne dormit pas la nuit précédant la bataille, non par peur, mais parce qu'il calculait chaque mouvement de la journée qui allait décider du sort du monde connu. Au matin, il lança sa cavalerie sur l'aile droite avec une précision chirurgicale, ouvrit une brèche dans la ligne perse et s'y engouffra directement vers Darius une seconde fois. Darius s'enfuit encore, abandonnant pour la 2e fois son armée et sa dignité. Et Alexandre comprit ce jour-là qu'il n'avait plus d'adversaire digne de ce nom sur terre. Babylone ouvrit ses portes sans combattre. Suse tomba sans résistance. Et Persépolis, la capitale de l'Empire perse, fut prise en quelques jours, comme si le destin s'impatientait. La nuit où Persépolis brûla, certains disent qu'Alexandre lui-même approcha la torche des rideaux du palais de Xerxès pour venger l'incendie d'Athènes 150 ans plus tôt. Darius fut assassiné par ses propres généraux avant qu'Alexandre puisse le capturer. Et le conquérant macédonien fit donner à son ennemi des funérailles dignes d'un grand roi.
Ce geste stupéfia le monde antique entier, car Alexandre ne haïssait pas Darius. Il le respectait comme le seul adversaire qui avait eu le courage de lui faire face. Il poursuivit les assassins de Darius jusqu'aux confins de la Bactriane, traversant des déserts brûlants et des montagnes glacées, parce que la trahison ne méritait aucune clémence. En Perse, il adopta les costumes locaux, apprit les coutumes, exigea que ses généraux épousent des femmes perses, convaincu que son empire ne pouvait survivre sans fusion des peuples. Ces généraux macédoniens vécurent très mal cette transformation, estimant qu'Alexandre trahissait ses racines grecques, et la tension dans son camp devint aussi dangereuse que n'importe quel champ de bataille. Kleitos le Noir, son ami d'enfance qui lui avait sauvé la vie au Granique, l'insulta publiquement lors d'un banquet, et Alexandre le tua de sa propre main dans la nuit. Il passa le reste de cette nuit à pleurer sur le corps de son ami, refusant toute nourriture pendant 3 jours, incapable de pardonner à celui qu'il était devenu. L'Afghanistan d'aujourd'hui s'appelait alors la Bactriane, et Alexandre y passa 2 années entières à combattre une guérilla impitoyable dans des montagnes que personne avant lui n'avait jamais soumises. C'est là qu'il rencontra Roxane, fille d'un chef bactrien, l'épousa par amour selon toutes les sources, et prouva qu'il était capable de désirer autre chose que la conquête pure. En 327, il franchit l'Hindu-Kush et descendit vers l'Inde, poussé par la conviction absolue qu'il existait un océan au bout du monde et qu'il allait le toucher. L'armée indienne du roi Poros aligna 200 éléphants de guerre sur les rives de l'Hydaspe. Et pour la première fois depuis des années, les soldats macédoniens eurent peur. Alexandre traversa le fleuve de nuit sous une tempête violente pour surprendre Poros, utilisant le tonnerre pour couvrir le bruit de ses troupes et l'obscurité comme bouclier invisible. La bataille de l'Hydaspe fut la plus difficile de toute sa campagne. Les éléphants dévastèrent ses rangs, mais il trouva le point faible de leur formation et l'exploita sans pitié. Poros combattit avec une telle bravoure qu'Alexandre, après la victoire, lui rendit son royaume et en fit un allié, parce qu'il reconnaissait toujours le courage là où il existait. Mais à la rivière Iphaz, ses soldats s'arrêtèrent net, refusèrent d'avancer, et pour la première et unique fois de sa vie, Alexandre le Grand dut renoncer à quelque chose. Il passa 3 jours seul dans sa tente, espérant qu'ils changeraient d'avis. Mais ces hommes avaient marché 15 000 kilomètres en 8 ans, et leur corps ne voulait plus obéir. Il pleura selon les sources antiques, non de faiblesse, mais de rage pure, parce qu'il voyait encore des terres à l'est et que son esprit ne comprenait pas les limites. La retraite par le désert de Gédrosie fut un désastre humanitaire. Des milliers de soldats moururent de chaleur et de soif, et Alexandre partagea chaque privation avec ses hommes sans exception. Un soldat lui tendit un casque rempli d'eau dans le désert brûlant, et Alexandre le vida sur le sable devant toute l'armée pour montrer qu'il ne boirait pas avant ses hommes. De retour à Babylone, il planifiait déjà la conquête de l'Arabie, de l'Afrique du Nord et peut-être de Rome, parce que pour lui, le monde n'avait tout simplement pas de bord. À Babylone, des présages inquiétants se multipliaient selon les chroniqueurs anciens. Des corbeaux tombaient morts devant lui. Des prêtres babyloniens lui déconseillèrent formellement d'entrer dans la ville. Il entra quand même, parce qu'Alexandre n'avait jamais laissé un présage décider à sa place, et que la peur des signes était une faiblesse qu'il refusait de s'accorder. Au printemps 323, il assista à un long banquet chez son général Médios, but abondamment toute la nuit, et se réveilla le lendemain avec une fièvre qui ne le quitta plus. Pendant 10 jours, il lutta contre cette fièvre inconnue, continuant à donner des ordres depuis son lit, refusant d'admettre que son corps pouvait trahir ce que sa volonté ne pouvait pas. Ses soldats firent la queue pendant des heures pour le voir une dernière fois. Et Alexandre trouva la force de lever la main vers chacun d'eux, sans prononcer un seul mot. Le 10 ou 11 juin 323 avant notre ère, Alexandre le Grand mourut à Babylone, à 32 ans, sans avoir jamais perdu une seule bataille en 13 ans de campagne. Ses généraux lui demandèrent, sur son lit de mort, à qui il léguait son empire. Et il répondit simplement que ce serait au plus fort, sachant exactement ce que cela signifiait. Cette réponse déclencha 40 ans de guerres entre ses généraux, les Diadoques, qui déchirèrent son empire en morceaux et prouvèrent qu'aucun d'eux n'était Alexandre le Grand. Son corps fut embaumé et placé dans un sarcophage en or, transporté vers Alexandrie où il devint un lieu de pèlerinage, que Jules César lui-même vint visiter 2 siècles plus tard. César pleura devant la tombe d'Alexandre, honteux d'avoir son âge sans avoir encore rien accompli. Et cette scène résume mieux que tout ce que le conquérant représentait pour les générations suivantes. Personne ne sait avec certitude ce qui tua Alexandre. Les hypothèses vont du typhus à l'empoisonnement. Certains accusèrent Antipater, d'autres la fièvre des marais de Babylone.
Son corps ne montra aucun signe de décomposition pendant 6 jours après sa mort. Un phénomène que les médecins modernes expliquent par le syndrome de Guillain-Barré et une mort prématurée. Il avait fondé plus de 20 villes portant son nom à travers 3 continents. Et Alexandrie d'Égypte devint la capitale intellectuelle du monde antique pendant plusieurs siècles après lui. La bibliothèque d'Alexandrie, qui l'inspira par sa vision, concentra le savoir de toute l'humanité connue en un seul lieu, réalisant en culture ce qu'il avait accompli en conquête militaire. Partout où il passa, il laissa des garnisons grecques qui diffusèrent la langue, la philosophie et l'art, déclenchant une révolution culturelle que les historiens appellent la période hellénistique. Le grec devint la langue du commerce et de la diplomatie de l'Égypte jusqu'à l'Inde. Et cette unification culturelle prépara le terrain pour la diffusion future du christianisme et de l'islam. Les généraux qui se battirent pour son héritage furent tous des hommes remarquables, mais aucun ne réussit à reconstituer ce qu'il avait bâti, parce que l'empire d'Alexandre était Alexandre lui-même. Hannibal, César, Napoléon étudièrent tous ses campagnes comme des textes sacrés, le citèrent comme modèle absolu, et chacun d'eux mesura sa propre grandeur à l'aune de ce qu'il avait accompli. Napoléon dormait avec des ouvrages sur Alexandre. César pleura devant sa tombe, et même aujourd'hui, les académies militaires du monde entier enseignent ses batailles comme des modèles de génie pur. Ce qui rend Alexandre immortel n'est pas seulement la taille de son empire, c'est la vitesse absolument incompréhensible à laquelle un seul homme transforma la totalité du monde connu. En 13 ans, il avait parcouru plus de 50 000 kilomètres à pied et à cheval, combattu sur 3 continents, et ne s'était couché que lorsque son corps refusa définitivement d'obéir. La légende, elle, ne mourut jamais.